nouvelle vidéo. Désolée pour ma petite tête, je suis un peu cramée aujourd'hui. On est mardi, je pense que les fameuses insomnies de grossesse dont certaines souffrent. Bonjour les insomnies. Du coup, j'ai passé un peu la nuit, on va dire entre deux, où je me suis réveillée ce matin, j'avais la sensation de ne pas avoir dormi, d'avoir été réveillée toute la nuit, enfin... Je sais pas trop ce qui s'est passé, en tout cas niveau sommeil réparateur, hein, c'est pas ça. On vient de terminer le live avec les filles, ça m'a malgré tout bien reboosté là pour poursuivre ma journée. Donc du coup live qu'on a fait avec Manon, les lectures de Manon et Marie Luciole Books, live que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. Dans le feed, on a parlé... mise à jour Instagram, organisation de tourner les vidéos, monter les vidéos, lire, faire des photos, faire des publications Instagram, des réels, des TikTok, des stories, enfin bref, on a essayé en 1 heure à peu près de balayer un peu toute notre organisation et tout ce qu'on faisait sur les réseaux sociaux en lien avec les livres et la lecture. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, il est en replay sur mon compte Instagram. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous annoncer quelque chose. Vous n'êtes pas prêts, je n'étais pas prête moi non plus. Alors, vous connaissez mon amour inconditionnel pour Franck Tillier et ses écrits. Voilà, ça c'est dit pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant. Mais figurez-vous que je suis en train de lire un auteur qui est en train de détrôner dans mon cœur Franck Tillier. Il s'agit de... Il y en a certains qui sont déjà au courant. Cédric Cyr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai Vindicta et La mort en tête de Cédric Cyr depuis quelques semaines dans ma palle. Que je ne les avais pas encore sortis jusqu'alors puisque j'avais d'autres livres à passer avant. Et que Manon, toujours les lectures de Manon, a organisé, puisque maintenant elle va organiser 1 fois par mois une lecture commune, a organisé du coup sa première lecture commune autour de cette petite chose, qui fait quand même 600 et quelques pages, La mort en tête de Cédric Cyr. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, Cédric Cyr c'est cette personne, avec ses longs cheveux soyeux, tout noir et tout, enfin bref, voilà, le mec, on se dit ouais, le mec il a un fond de thriller en lui là, clairement. En plus il paraît qu'il est vraiment super sympa, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais j'ai eu des retours de filles voilà, qui l'ont vu lors de salon, donc bref, je dis allez, super, c'est l'occasion, maintenant on organise une lecture commune, sortons Cédric Cyr. J'avais un petit peu peur parce que les retours étaient, Cédric Cyr c'est trash, c'est gore, c'est puissance 15 000, même si avec Tillier, clairement j'ai l'habitude de ça, je me suis dit, oh, mais peut-être que cet auteur est encore un échelon au-dessus. Et alors, je l'ai commencé dimanche soir. J'ai lu 557 pages en 1 journée et demie, ce qui est très très rare, et ce qui m'arrive généralement plutôt avec les Franck Tillier. C'est le seul auteur qui est capable de me capter comme ça, à ce point, et de me faire... enquiller les pages sans que je m'en aperçoive, mais alors lui, on est sur un autre niveau, c'est-à-dire que on est sur... Comment est-ce que je pourrais expliquer ce phénomène qui est physique, psychologique, psychique carrément. En fait, je m'assois donc dans mon canapé pour lire ce livre, et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si le décor, vous allez dire, elle est complètement tarée, c'est comme si le décor autour de moi s'effaçait littéralement, et que je me retrouvais, moi, dans le livre, dans un film qui est en train de se dérouler sous mes yeux, c'est-à-dire dans une bulle de fiction, et il peut se passer n'importe quoi autour de moi, je ne réagis pas. Il a une façon d'écrire, mais une fluidité que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs. L'histoire... Enfin, elle est absolument géniale, les personnages, je vais vous en parler un peu plus dans le détail, mais enfin, je prends un peu le truc dans le mauvais sens, c'est-à-dire je vous parle de mes impressions avant même de vous parler de l'histoire, mais je sais pas, je le sens comme ça. Et en fait, c'est comme si vous regardiez une saison de votre série préférée non-stop, toute la journée. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, genre une saison avec 6 épisodes, avec un bon cliffhanger à la fin,
Et genre, vous vous enquillez, rien à foutre. Vous vous enquillez les épisodes toute la journée, à la fin de la journée, vous êtes là. Attends, je vis où? J'habite où? Je suis qui? Nous sommes en quelle année? Il est quelle heure? Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Oh, tant pis, ne mangeons pas, regardons la série ou là, présentement, lisons. Clairement, c'était ça. J'étais dans un état hier, mais on aurait dit une épave, mais dans ma tête. Alors peut-être c'est pour ça que j'ai aussi mal dormi. Peut-être que ce roman m'habite tellement que je suis un peu... ouais, c'est ça, cette sensation d'être un peu déconnectée de la réalité. Bah voilà, Cédric Cyr, La mort en tête, voilà exactement le phénomène Cédric Cyr, et j'ai hâte de découvrir le reste. Alors, pour vous parler un peu plus de l'histoire, hein, c'est que ça nous intéresse quand même, donc on suit Eva Svarta, qui est, de ce que j'ai compris, une enquêtrice qu'on retrouve assez souvent chez Cédric Cyr, donc qui est, et il y a 2 précédents tomes à celui-ci, mais on peut lire les tomes de façon complètement indépendante, sans pour autant être perdu, loin de là. Et donc en fait, Eva Svarta, sa particularité, c'est que c'est une femme albinos qui du coup porte tout le temps des lunettes de soleil pour protéger en fait sa vue de la lumière, et elle a des longs cheveux blancs, blonds, enfin ouais, j'imagine que vous voyez à peu près à quoi ressemble une personne albinos. Donc déjà elle a cette caractéristique qui lui offre voilà, une espèce de... un bon relief, une bonne assise, puisque voilà, elle est tout le temps, elle va sur ses scènes de crime avec tout le temps ses lunettes, enfin elle est assez mystérieuse, on voit jamais son regard, on ne peut que le deviner, enfin c'est assez particulier. Et du coup, elle est amoureuse de Vauvert, elle est en couple avec Vauvert, qui lui est flic aussi. Donc elle est flic à la PJ, lui est flic du coup à Toulouse. Et tous les week-ends, ils se retrouvent ou à Paris ou à Toulouse. Et il se trouve que Eva est enceinte de leur premier enfant. Voilà, donc là c'est vraiment le début, hein. Je pose les bases, je ne spoil absolument rien. Et donc ils passent le week-end ensemble, et Eva est appelée sur une scène un petit peu particulière d'un exorcisme d'enfant, un enfant de 8 ans. Voilà, son oncle et sa tante ont appelé un prêtre pour les faire exorciser, puisqu'ils interprètent la dépression de leur neveu comme voilà la manifestation du malin, du diable, enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut. Et sauf qu'en fait, à l'issue de cet exorcisme, l'enfant meurt, et ce qu'il faut savoir, c'est que toute la scène est filmée par un journaliste d'investigation grand public, hein. C'est un mec qui fait dans le sensationnel, il a une émission qui cartonne, et il est un petit peu spécialisé dans l'exorcisme. Il a beaucoup été à Haïti pour justement filmer des reportages sur l'exorcisme, et un peu tous ces travers, et au final tous ces gens qui se font complètement bernés. Bref, ça part là-dessus, et bien entendu, on ne reste pas là-dessus. Et là s'ensuit 2 enquêtes parallèles, l'enquête à la fois du coup de Vauvert, une enquête à la fois pour Eva, et bien entendu, comme vous vous en doutez, à un moment, tout ça va un peu s'entremêler. Je ne vais pas vous en dire plus, bien entendu, parce que un thriller, on ne peut pas en dire plus que juste ce qui se passe au début et les toutes premières scènes. Mais c'est que ça monte crescendo tout du long. On est pressurisé à mort. On a le souffle court. On a le cœur qui bat à 100 à l'heure. C'est toutes les pages, c'est des rebondissements. Enfin, on est essoufflé. Faut tenir la cadence, hein, vraiment. C'est-à-dire que on se dit ouais, moi à leur place, à la place de Vauvert et Eva, moi ça fait longtemps que je serais allée m'enfermer dans une ferme élever des chèvres, hein, parce que là clairement il leur arrive des trucs, on se dit mais ils ne vont pas s'en sortir. Ah si, ils s'en sortent. Non mais là c'est pas possible, ils vont pas s'en sortir. Ah si, ils s'en sortent. Non mais là c'est bon, là ils vont pas s'en sortir, vraiment ils peuvent pas s'en sortir. Ah bah si, ils s'en sortent. Enfin voilà, c'est l'échelle, enfin c'est... Voilà, c'est l'escalade perpétuelle, et c'est incroyable. C'est, enfin, vraiment, après Valérie Perrin avec 3, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que en ce moment, je découvre des auteurs que je n'avais jamais rencontrés, et alors c'est l'apothéose. Mais là, c'est vraiment Cédric Cyr, c'est... Mon Dieu, je l'aime. Cédric, si tu passes par ici, j'aime ce que tu écris, mais à un point ultime. Franck, si tu passes par là aussi... Attention, tu as du souci à te faire. Le prochain a intérêt d'être high level, quoi.
Voilà un petit peu ma lecture. Alors je ne l'ai pas terminé. Il me reste juste ça, juste après la vidéo, là je vais m'y coller, je vais le terminer aujourd'hui, je vous ferai une publication dans la semaine. Mais ce qui me permettra d'ailleurs de vous faire un petit réel roman dans la catégorie roman coup de cœur là, parce que celui-ci rentre clairement dans la catégorie. Ce qui fait que j'ai complètement laissé de côté, je les ai pas là, les deux livres, oui, ils sont là. Les deux livres du coup, les deux autres livres que je lisais en parallèle, à savoir Sous un gros ciel bleu d'Anna McPartlin et La petite chèvre qui rêvait de prix littéraire, mais que du coup je vais reprendre après le Célixir. Je pense que ça va me faire bizarre, je vais peut-être les trouver un chouï fade, peut-être pas celui-ci, mais celui-ci je pense, sachant qu'en plus je le lis en lecture commune avec Sophie du Café des Livres, Marie-Lucholine Books et Claire Le Coin. J'arrive jamais à retenir son nom de compte. Le Coin littéraire, le Coin livre, le Coin lecture, le Coin lecture de Claire, je crois que c'est ça. Et que, ouais, on est un peu sceptique par rapport à cette lecture. Bref, côté lecture, c'est fait. Côté réception, 3 réceptions. Alors, vous n'aurez pas les petits bruits unboxing aujourd'hui puisque je les ai ouverts pour tourner une petite vidéo réception TikTok. Donc, voilà, je sais, vous n'aurez pas ma surprise et ma béatitude puisque je les ai ouverts. Donc, j'ai reçu de la part des éditions Archipel dans la catégorie Archipoche La remplaçante de Michel Frances, qui est un suspense. Qu'est-ce que ça dit? Elle vous a piqué votre job, elle veut plus encore. Mon mec, mes gosses, non? Alors, productrice à succès, Carrie apprend à 42 ans qu'elle attend un enfant. Elle est aux anges, bien que cette nouvelle n'enchante guère Adrienne, son mari scénariste accaparé par l'écriture de sa nouvelle série télé. Pour remplacer Carrie pendant son congé maternité, Emma est recrutée. Vive, talentueuse et ambitieuse, la jeune femme se rend vite indispensable, surtout aux yeux d'Adrienne. Est-ce une surprise? Carrie commence alors à douter. Pourquoi son mari passe-t-il de plus en plus de temps avec Emma dans leur maison de campagne? A-t-elle une idée derrière la tête? Veut-elle prendre sa place ou plus encore? Ah bah oui, bah voilà. Michel Frances est productrice et scénariste de séries télé. Donc clairement, là, on est sur un vrai scénario de téléfilm hein, à la lecture du résumé. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas du tout être une bonne lecture. Au contraire, je pense que vraiment ça va être... Ah, la tension monte au fil des pages. Je me dis télé loisirs. Donc je pense que voilà, en effet, ça va être... c'est pas parce que je parle téléfilm et enfin là que je suis en train de... Comment dire? De descendre cette lecture ou de lui donner... Voilà, une espèce de... Bref, je me perds en explication. Bon, enfin, vous l'aurez compris. En tout cas, je pense que voilà, ça peut être un bon petit livre qui passe bien avec une histoire, voilà, qui n'est pas qui n'a pas l'air très recherché, mais on peut être surpris puisque, bien entendu, généralement dans les résumés de thrillers, suspense, policier, etc., on ne dévoile pas tout. Donc, il peut un peu tout se passer justement. Autre livre là qui est du coup dans la nouvelle collection maison d'édition. Non, maison d'édition. Je m'y perds toujours entre les collections et les maisons d'édition. Non, c'est une nouvelle maison. Oui, c'est une nouvelle maison, c'est pas une nouvelle collection. Ouais, c'est une nouvelle maison d'édition chapeautée par les éditions Le Duc, qui est du coup les éditions Nami. Et donc j'ai reçu, je crois que c'est le premier livre qu'il publie dans la maison d'édition, La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. J'aime beaucoup la couverture, elle est très fraîche. Femme imposante et énigmatique, coincée entre le paravent et le bureau d'angle du coin, conseil d'une bibliothèque... Attendez, on reprend. Femme imposante et énigmatique, coincée entre le paravent et le bureau d'angle du coin, conseil d'une bibliothèque en plein cœur de Tokyo. Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités. Ils sont au croisement de leur vie. Et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne révèle pas du hasard, car derrière cette lecture imprévue et surprenante se dessinent les premiers jalons d'un nouveau départ. Un roman choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance d'une personne attentive et à l'écoute peut avoir sur le destin de chacun d'entre nous. Et c'est son premier roman en tête des ventes au Japon, avant de connaître un succès international. Merci beaucoup
les éditions Le Duc. Et alors celui-ci, je l'attendais tellement, mais tellement. Il s'agit d'un Lucinda Riley. Pourquoi j'ai pris cet accent, je ne sais pas. Et c'est, de ce que j'ai compris, un policier. Donc, autant vous dire que on associe quand même... Ah non, mais c'est même pas... Oh, c'est un thriller. Non mais alors super. Donc là, en fait, on associe thriller et Lucinda Riley. Ça va être merveilleux. Les mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Est-ce que cette couverture n'est pas trop belle? Au sein du prestigieux internat privé de Saint-Stéphane, au cœur de l'idyllique campagne du Norfolk, se trouve l'austère dortoir de Fleet House, vieille bâtisse victorienne en cruel manque d'entretien. Lorsqu'un élève y est retrouvé mort dans sa chambre, le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident. Mais l'enquêtrice londonienne Jazz Hunter, sollicitée pour l'enquête, n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé que constitue le pensionnat, elle se rend vite compte que la victime, Charlie Cavendish, était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. Alors que les mystères et les mensonges se multiplient à Fleet House, Jazz se retrouve plongée dans un monde fait de jeux de pouvoir, de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont surface, bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer. Ah là 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 là. Oh non mais ça va être trop bien, 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 ça va être trop bien. Ah là 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 là, ça va être trop bien. Non mais un thriller de Lucinda Riley. Bref, allez, je vais l'ajouter dans ma pile à lire urgemment, n'est-ce pas? Voilà pour les réceptions du jour. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais retourner dans le Cédric Cyr, le terminer. Je vais pas vous en reparler puisque je pense que j'ai absolument tout dit à son sujet. Et que bien entendu, la fin ne va rien changer au fait que je ne peux pas non plus vous en dire plus. Voilà, par contre, je réitère, si vous ne connaissez pas Cédric Cyr, allez-y. Voilà, bon allez, sur ce, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et bonjour tout le monde, nous sommes jeudi. Je sors de chez l'ostéo, je suis un chouille. Excusez-moi du mot, défoncé. J'ai à peine réussi à me relever de sa table, j'arrivais pas à faire la bascule, on aurait dit un petit culbuto, c'était assez cocasse. Bref, je me rends compte qu'en fait ce vlog cette semaine va être assez court puisque depuis le Cédric Cyr, donc depuis hier matin, enfin avant-hier soir, j'ai pas vraiment continué de livre. En fait, le Cédric Cyr m'a tellement habité, bousculé, enfin tout ce qu'on veut, que j'ai du mal à sortir de cette histoire et j'ai du mal à rentrer dans autre chose. Alors tout à l'heure, donc il y a Sous un grand ciel bleu qui vraiment, enfin que j'adore, mais du coup j'arrive pas à me replonger dedans. Du coup j'ai sorti ça, L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois, en disant que j'allais avoir le temps de le commencer dans la salle d'attente de l'ostéo. Je l'ai commencé. Du coup, je suis plutôt bien prise par l'histoire, et comme en plus c'est un petit cours, je me dis que peut-être d'ici demain j'aurai le temps de le finir et qu'après je repartirai dans le livre Sous un grand ciel bleu, sachant que j'ai toujours aussi cette lecture commune dans laquelle je suis toujours, que du coup je vais peut-être avancer, mais je vous dis, le Cédric Cyr m'a complètement, m'a stoppé net dans mon rythme. Bref, du coup je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un petit réel sur Instagram et une petite vidéo sur TikTok aussi, dans la fameuse catégorie nouvellement créée dans les réels qui s'appelle coup de cœur pour un roman, où vraiment je fais une vidéo pour mettre en avant vraiment les livres, mes gros livres coup de cœur. Et après le Tony Béard, On n'empêche pas une étoile de briller, c'est bien entendu La mort en tête de Cédric Cyr, qui du coup a eu le droit à son petit réel. Voilà, je viens d'aller à la boîte aux lettres et du coup j'ai un petit paquet. Enfin j'en ai deux, mais l'autre je pense savoir de qui il vient.
Et j'ai envie de l'ouvrir un peu dans l'intimité avant de vous le partager ou pas. Je verrai en fonction de ce qu'il y a, à l'intérieur. Oh, c'est un gros pavé ça sent le Charleston. Ah mais oui. Alors attendez. C'est la suite de la Villa aux Étoffes, mais je suis un peu perdue parce que j'ai la Villa aux Étoffes, la Villa aux Étoffes, j'ai l'héritage de la Villa aux Étoffes, les filles de la Villa aux Étoffes. Je ne sais pas si je l'ai dit dans l'ordre, mais peut-être que c'est mentionné à l'intérieur du coup de ce tome. Tempête sur la Villa aux Étoffes. Alors, c'est une saga dont j'entends tome 5. Ah, mais du coup, il m'en manque un. Ben non. 1, 2, 3. Ah, mais si. Alors, attends, il me manque lequel? La Villa aux Étoffes, les filles de la Villa aux Étoffes, l'héritage. Retour à la Villa aux Étoffes. C'est celui-ci que j'ai pas. Ah, il va falloir que je me le procure. Bref, c'est une saga que j'ai quasi dans son intégralité et que je n'ai toujours pas commencé. Et on en parlait lors d'un live avec Luciole Inbox, donc Marie de Luciole Inbox, qui me disait ah là là. Et pareil avec Manon. Qu'il fallait vraiment que je découvre cette saga. Donc en fait, à un moment, il va falloir que je m'y colle. Alors par contre, le pavé, la Villa aux Étoffes, le premier tome. Ah oui, en fait c'est tout des pavés. Oh, 647 pages. C'est pas pire. Enfin, c'est pas pire. Quand même. En tout cas, merci beaucoup. Du coup, les éditions Charleston, il va rejoindre du coup ma collection de la saga. Et un jour d'ailleurs, ah bah tenez, peut-être qu'on pourrait organiser ça, une lecture commune, la Villa aux Étoffes. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore commencé cette saga, mais qui l'ont dans leur palle, peut-être qu'on pourrait se motiver mutuellement à commencer cette saga. Si ça vous dit, dites-le moi en commentaire et je le proposerai également en story Instagram. Voilà, du coup, je vais stopper la vidéo ici. Il doit être 16h, je pense. Je vais aller me caler dans le canapé. Est-ce que je me cale avec un bouquin? Est-ce que je me cale avec une série? Ça, c'est le risque, en fait. J'ai quand même envie de continuer une lecture. Je vais peut-être me caler avec un bouquin, mais avant, je vais ouvrir ce petit colis mystère et je vous reprends après ou pas pour vous en parler. Mais dans tous les cas, je vous reprendrai. Le vlog n'est pas fini, il reste quand même 2 jours avant dimanche, donc il y a de grandes chances que je vous reprenne. Bon alors, c'est bien ce que je pensais. C'était un colis de ma copine Manon, les lectures de Manon. Pardon, j'ai un sourire, mais genre, j'ai une banane. Parce que voilà, parce qu'elle m'a envoyé un petit colis trop bien avec plein de choses dedans, enfin voilà, qui me correspondent, qui me font trop plaisir, qui sont... Bref, je ne vais pas m'étendre, elle sait ce que je pense d'elle et de notre amitié qui est née grâce à tout ça, quoi, grâce au réseau, grâce à YouTube, grâce à Instagram, donc... Merci les réseaux, quoi qu'on en dise parfois. Donc je vais pas vous détailler le colis et tout parce que voilà, c'est plein de petits trucs entre nous. Mais je vais quand même vous parler des 2 livres qu'elle a mis dans le colis. Et elle a misé dans le mille. Est-ce que ça se dit? Non, elle a tapé dans le mille. Avec ces 2 livres. Donc du coup, déjà Sandrine Colette, Les larmes noires sur la terre. Alors j'en ai 3 Sandrine Colette dans ma bibliothèque et celui-ci je ne l'avais pas, donc franchement chapeau parce que clairement vu que je suis vraiment fan de Sandrine Colette, j'aurais clairement pu avoir celui-ci. Je vous lis le résumé. Avec pour unique trésor son nourrisson dans les bras, la jeune Mo est amenée de force dans un centre d'accueil pour déshérités surnommé La Casse. La Casse, c'est une ville de miséreux logée dans des carcasses de voitures posées sur cale. On attribue à Mo une 306 grise, plus de siège arrière, 2 couvertures et voilà leur logement à elle et aux petits. Au milieu de l'effondrement de sa vie, Mo connaît enfin un coup de chance. Dans sa ruelle, 5 femmes s'épaulent pour affronter la noirceur du quartier. Elles vont les adopter, elle et son fils, et chercher ensemble une solution pour s'en sortir, mais à quel prix? Télérama a dit quoi? Ce livre a une vraie puissance de feu. Sandrine Colette a beaucoup de talent. Bah ça, on le savait. Ah là là, trop bien. Je suis vraiment... en fait, je viens de lui laisser un message vocal et je pense que j'ai répété à peu près 1 milliard de fois. Trop bien, je suis trop contente, c'est génial. Parce qu'en vrai, c'est trop bien, je suis trop contente, c'est génial.
Et elle m'a envoyé ce livre cabossé de Benoît Philippon. Et je suis trop contente parce que toutes les deux, Benoît Philippon, on kiffe. On a découvert toutes les deux Benoît Philippon avec... Alors, je ne sais pas comment prononcer. Moi, je dis Mamie Luger. Maintenant, je crois qu'elle dit Mamie Luguerre. Et en vrai, je sais pas. Je pense que Benoît Philippon ne passera jamais par là. Mais si jamais Monsieur Philippon, vous passez par là, dites-nous comment prononcer le nom de votre personnage. J'ai Joueuse dans ma palle et Manon a énormément parlé de Cabossé dans ses vlogs et sur son compte. Et franchement, j'avais très envie de le lire, donc bien joué encore. Je vous relis le petit résumé. Quand Roy est né, il s'appelait Raymond, c'était à Clermont il y a 42 ans, il avait une sale tronche, bâti comme un minotaure, il s'est taillé son chemin dans sa chienne de vie à coups de poing. Une vie de boxeur raté et d'homme de main à peine plus glorieuse, jusqu'au jour où il rencontre Guillemette. J'avais une pote en primaire qui s'appelait Guillemette. Une Voilà, c'était le détail du jour. Une luciole fêlée qui succombe à son charme malgré son visage de tomate écrasé. Et jusqu'au soir où il croise Xavier, l'ex jaloux et arrogant de la belle, lequel ne s'en relèvera pas. Roy et Guillemette prennent alors la fuite sur une route sans but. Une cavale jalonnée de révélations noires, de souvenirs amers, d'obstacles sanglants et de rencontres lumineuses. Je peux lire ce livre. Manon, trop forte. Trop forte et merci. Enfin voilà, c'est ce que je lui disais dans un message. Mais c'est génial, il n'y a même pas besoin de s'abonner aux box livresques et tout. C'est la box qui vient à toi. Et bref, je suis encore toute émue, encore toute, vous savez, comme les fameux matins de Noël ou les matins de son anniversaire ou voilà tous ces moments-là qui nous mettent en joie. Enfin bref, allez, cette fois-ci je vais vous laisser. Je sais même pas quelle heure il est, mais bon bref, c'est pas grave. Je sais toujours pas ce que je fais, si je lis ou si je mate une série. Peut-être que je vais mater une série que je lirai ce soir. Je vais peut-être faire ça. Bref, dans tous les cas, je vous reprends plus tard. Et vive l'amitié, je crois qu'on peut dire ça. Vive l'amitié et l'amour aussi. Je pense que j'ai décidément pas les yeux en face des trous ce matin. Ça fait 3 fois que je reprends cette vidéo. Nous sommes donc dimanche pour la 3e fois. Et je viens clôturer mon vlog avec un petit update et des lectures en cours. Puisque malgré ma difficulté à reprendre une lecture après La mort en tête de Cédric Cyr, qui a été un immense coup de cœur, j'ai quand même réussi à lire L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois, édité chez Charleston, que je lis dans le cadre du prix des lectrices Charleston. Alors, que dire de ce petit livre qui fait... combien 257 pages. Alors déjà, j'ai pas forcément compris le choix de la couverture ni le choix du titre L'amour au temps des éléphants, avec cette couverture où clairement on voit une femme sur la trompe d'un éléphant, puisqu'il est vraiment question d'éléphants. On va résumer ça comme ça, grossièrement, au début et à la fin du livre. Et entre l'épisode du début et l'épisode de fin qui concerne la cause animale et la cause des éléphants, nous suivons le destin de Arabella, Kid et Jérémy, qui en fait se rencontrent au début du roman lors de la pendaison de Marie, une éléphante, donc pendaison en place publique, et ils se retrouvent vers la fin du roman par le plus grand des hasards à Paris. Et entre ces deux moments, en fait, on va suivre leur vie. Donc des chapitres vont être consacrés à Jérémy, des chapitres vont être consacrés à Kid et des chapitres vont être consacrés à Arabella. Pour résumer, Jérémy est issu d'une famille, donc ils sont tous issus du sud des États-Unis. Au moment où la ségrégation raciale malheureusement est encore bien présente, disons-le, Kid du coup est obligé de s'enfuir des États-Unis, en tout cas il s'enfuit pas des États-Unis, mais il repart vers le nord, vers New York, et il va intégrer les L comment déjà, mince, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le note. L-Fighter, pas L-Fighter, enfin en gros un groupe de j'allais Harlem L-Fighter.
En gros, parce que Kid, du coup, joue excellemment de la clarinette et donc, du coup, il va quitter le sud pour un problème de ségrégation raciale, va remonter vers les nord et va intégrer les Harlem Hellfighters, qui est en fait un groupe de jazz composé de plusieurs hommes noirs et qui, du coup, vont s'engager du coup pour aller soutenir les Américains en France pendant la Première Guerre mondiale. Et du coup, c'est un peu eux qui vont introduire le jazz en France. Et du coup, voilà, donc Kid, ça va être un petit peu son histoire. Il va après intégrer les clubs, il va rencontrer notamment Joséphine Baker. Enfin, il y a plein de personnages qui gravitent autour de Kid, Arabella et Jérémy. Donc il y a Joséphine Baker, il y a James Joyce, il y a le couple Fitzgerald, il y a la propriétaire de la fameuse librairie Shakespeare & Co. Enfin, voilà, c'est vraiment un peu tout ce milieu littéraire, artistique et musical des années 20 qui gravite autour de ces trois personnages. Donc c'est assez chouette parce qu'on a pas mal de références du coup véridiques et je suis d'ailleurs allée me renseigner sur ces fameux Harlem Hellfighters parce que je ne les connaissais absolument pas. Et donc du coup, si vous regardez sur internet, il y a des photos, peut-être que je vous mettrai des visuels là de ce fameux groupe, cette troupe en fait de jazz, mais qui aussi à certains moments va combattre du coup aux côtés des Français. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire de Kid. Après il y a Jérémy qui est issu d'une famille plutôt bourgeoise américaine et qui est un journaliste d'investigation et qui pareil va partir en tant que correspondant de guerre en France. Et il y a Arabella qui elle est issue plutôt d'une famille ultra conventionnelle, catholique, enfin voilà. La femme ne doit pas embrasser, ne doit pas coucher avant le mariage, sinon c'est une dépravée, une prostituée, enfin bref. Du coup, un jour, il se trouve qu'elle est embrigadée dans une histoire avec un mec qui, au final, tente de la violer. Son frère intervient. Du coup, son père n'interprète pas du tout cette scène comme un viol, mais comme ma fille, tu es une putain. Tu as voulu te faire salir, donc hors de ma vue, hors de chez moi. Donc, elle se retrouve à la rue et elle s'engage en tant qu'infirmière de guerre. Et pareil, elle part en France et c'est là-bas que du coup, les trois se retrouvent et captent qu'ils s'étaient rencontrés au moment de la pendaison de l'éléphant, etc. Enfin voilà. Donc du coup, c'est un roman qui se déroule entre l'Europe, les États-Unis et l'Afrique, le Kenya. Mais voilà, la cause animale n'est absolument pas le centre du roman. On va dire que c'est juste un prétexte, je trouve, pour les rassembler. Mais au final, pour moi, le fond de ce roman, c'est avant tout l'avènement des années 20, comment vivaient des jeunes comme ça en temps de guerre, les traumatismes à l'issue de cette guerre, comment on se reconstruit derrière, comment on donne un sens à sa vie après avoir frôlé la mort de si près autant de fois. Mais voilà, j'ai pas forcément compris la couverture, le choix de la couverture et le choix de du coup du titre. Mais bon, enfin voilà, après, c'est pas un roman transcendant, c'est un roman qui se lit bien, qui est intéressant, voilà, si vous aimez les années 20, après on ne rentre pas non plus dans un détail de folie autour des années 20, mais il y a des références comme ça, plutôt riches autour des années 20, mais c'est pas un livre sur les années 20, pour moi c'est clairement un livre... voilà, trois jeunes gens qui se retrouvent en plein conflit de Première Guerre mondiale et quel est l'avant et quel est l'après, quoi. En gros, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui les motive à aller au front et comment, une fois la guerre terminée, ils se reconstruisent. Pour moi, c'est clairement ça. Donc voilà pour cette lecture. J'ai repris hier Sous un grand ciel bleu d'Anna McPartlin que je lis dans le cadre du Grand Prix des lecteurs puisque nous sommes aujourd'hui le... Ouais, combien aujourd'hui 12, 13, 12, non, doit être le 12, quelque chose comme ça. Je dois rendre mon vote pour le prix Pocket le 15 au plus tard. Donc voilà, il faut que je m'active et que je termine celui-ci. Et après, on sera bon sur mes lectures pour ce prix. Et j'ai commencé ce matin... Ah, j'ai pas mis de marque-page. J'ai commencé Géante de Devenay et Tamari. Voilà, cette bande dessinée que j'ai prise du coup à la bibliothèque.
Je vous insérerai des images pour que vous puissiez voir. Alors je sais que c'est une BD qui a fait grand bruit au moment de sa sortie. Je l'ai commencé ce matin au petit-déj, j'ai lu 60 pages. Clairement, je pense que je vais le finir aujourd'hui, puisque comme je vous le disais, généralement les bandes dessinées, romans graphiques, je les lis assez vite. Et pour l'instant, je trouve que c'est vraiment une bonne lecture. Il est question de Céleste qui, du coup, est recueillie, donc qui est née géante, qui est recueillie par un couple de gens normaux, enfin de taille standard, on va dire, qui ont déjà 6 garçons qui n'avait pas de fille, et du coup quand le père trouve le nourrisson dans la faille d'une montagne, il la ramène, et du coup sa femme forcément qui n'a pas eu de fille le supplie un petit peu de garder l'enfant, et c'est ce qu'ils font, et du coup Céleste va grandir avec ses 6 frères qu'elle va voir partir au fur et à mesure. Une fois la majorité venue, il y en a un qui va partir, qui est plutôt intellectuel, qui va partir faire ses classes à la grande ville. Il y en a un qui est plutôt on va dire un fort caractère, qui va partir du coup s'engager dans l'armée, l'autre qui est plutôt agriculteur. Enfin bref, ils vont tous trouver des métiers très différents. Et du coup la question se pose de, et moi, Céleste, géante, qu'est-ce que je peux faire dans ce monde? J'ai pas envie de rester à la ferme avec mes parents toute ma vie. Oui, je suis une fille, oui, je suis géante, mais j'ai peut-être moi aussi des choses à prouver, des choses à faire, et je peux tout aussi bien comme les autres bah voilà, découvrir le monde, et trouver ce qui me convient le mieux. Donc voilà, peut-être que, enfin c'est pas peut-être, si je vous ferai un update, mais du coup plutôt dans l'ouverture du prochain vlog. Voilà pour cette conclusion. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Dans tous les cas, je vous reprends dimanche de la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'espère que voilà, vous aurez passé un excellent week-end, de bons moments lecture. Merci encore pour votre présence et tous vos messages bienveillants qui me font à chaque fois énormément plaisir. Et voilà quoi, merci encore. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.